Salil Shetty, le secrétaire général d'Amnesty International, est venu à Bruxelles pour rencontrer les représentants de l'Union européenne et soulever des questions alarmantes. À l'ordre du jour, l'immigration. Salil Shetty, bienvenue à Euronews. Allons tout de suite au Moyen-Orient. Amnesty International a déclaré, je cite, que la réponse du monde à la crise syrienne s'est avérée lamentablement inadéquate. Pourquoi dites-vous cela ? Car il y a maintenant 2 300 000 réfugiés, des enfants qui meurent de faim, 6 millions de personnes déplacées, 2 300 000 réfugiés. Nous connaissions ce problème et Amnesty International a tiré la sonnette d'alarme à maintes reprises concernant la crise syrienne, en disant que si des mesures avaient été prises plus tôt, nous n'en serions pas là aujourd'hui. À l'heure où nous parlons ici en Europe, et cela est très pertinent pour notre discussion, 97% de ces réfugiés ont été réinstallés dans des pays voisins de la Syrie, des pays relativement pauvres comme le Liban ou la Jordanie. Finalement, sur toute cette rhétorique entourant la Syrie, l'Europe n'a été capable que de s'engager à accueillir 14 000 personnes, 11 000 pour l'Allemagne seule. Donc sur les 28 pays membres de l'UE, 17 n'accueillent aucun réfugié, zéro. Est-ce la raison pour laquelle vous avez dit que les dirigeants européens devraient avoir honte ? Absolument. Je pense que c'est un sujet de grande honte. Et c'est le résultat quand on ne prend pas de mesures systématiques. Alors que le rapporteur spécial de l'ONU, par exemple, a déclaré que l'Europe est capable d'accueillir facilement 250 000 réfugiés par an pour les 5 prochaines années. Maintenant, si on ne prend pas de mesures dès aujourd'hui pour que les réfugiés syriens continuent à venir en Europe, cela se produira quand même, car Nicosie est une porte d'entrée sur l'Europe située à peu de distance de Damas. Et c'est par là que les réfugiés vont trouver leur chemin. Le débat s'est ouvert au sein de l'Union européenne après la tragédie de Lampedusa. Les pays du Sud se plaignent d'avoir à assumer le fardeau injuste que représente le fait d'être un débarcadère pour les migrants cherchant à accéder à l'Union européenne. D'autre part, les Allemands, les Hollandais, les Danois et d'autres disent qu'ils accueillent la plupart des demandeurs d'asile. Alors que devrait-il être dit ou fait ? D'un point de vue extérieur, dans un sens, les questions internes à l'Europe sont importantes. Mais si vous regardez les choses d'un point de vue plus global, nous voyons l'Europe historiquement comme un chef de file mondial en matière de droits de l'homme. Or, ce que nous avons vu dans le passé récent est en fait tout le contraire si l'on regarde les migrants et les demandeurs d'asile repoussés vers la mer. Des milliers de personnes, comme vous le savez, ont trouvé la mort au cours des dernières années en voulant traverser la Méditerranée, sans parler de ceux qui arrivent par la terre. Ils fuient les persécutions et la torture et ils se font refouler. Souvent, ils perdent la vie. Ces femmes, ces enfants, qui, s'ils arrivent dans des États comme la Grèce, l'Italie ou autres, sont souvent placés dans des centres de rétention détestables. L'idée que l'Europe prend cela à cœur n'est malheureusement pas vraie. Pensez-vous que Lampedusa a été un électrochoc pour l'UE ? Nous l'avons pensé. La triste réalité, c'est qu'il y a quelques mois, après la catastrophe, les Européens et les dirigeants européens ont vraiment pris conscience de la situation. Mais si vous regardez ce qui a vraiment été mis en place sur le terrain, en dehors des réunions et des déclarations rhétoriques, rien n'a vraiment changé dans la pratique. C'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Après la tragédie de Lampedusa, l'Union européenne a lancé un contrôle européen de surveillance des frontières, un système qui a été vivement critiqué par les organisations de défense des droits de l'homme. Ne pensez-vous pas qu'une surveillance accrue des frontières pourrait éventuellement aider à sauver plus de vies perdues en mer ? Absolument. Je pense que s'il y a de meilleurs systèmes de recherche et de secours en place, s'il y a de meilleures façons de débarquer des personnes en leur sauvant la vie et d'assurer un meilleur partage des responsabilités, tout cela va aider. Mais ce n'est pas une question de surveillance, c'est plutôt savoir comment l'on veut protéger la vie des gens. La vie d'une personne en Syrie ou au Moyen-Orient est aussi importante que celle d'un Européen. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Personne ne s'attend à ce que l'Europe ouvre ses frontières sans distinction. Cela peut être fait de manière méthodique et traité au cas par cas, mais la réalité est que la plupart des pays européens les placent tout simplement dans des centres de rétention.
Concentrons-nous sur la situation en Europe. Les sentiments anti-immigrés sont en hausse à travers l'Europe. De nombreux partis d'extrême droite s'engouffrent dans la brèche et exploitent ces sentiments. Ce facteur complique-t-il la situation ? Il le complique, mais il est également utilisé comme une excuse. Vous savez, le stress économique, l'austérité, les défis liés à la croissance posent des problèmes aussi, comme la montée des partis de droite. Mais nous ne pouvons pas oublier que l'Union européenne a été fondée sur les valeurs fondamentales des droits de l'homme, des libertés fondamentales, du respect de chaque individu. C'est ce qui rend l'Europe unique. Donc nous devons revenir à nos valeurs fondatrices. Les institutions de l'Union européenne sont ici pour protéger les lois de l'Europe, comme par exemple la directive sur l'égalité raciale qui permet aux institutions de l'UE de prendre des mesures contre les États membres qui font preuve de discrimination à l'égard des Roms et des migrants. Habituellement, lorsque nous parlons de violation des droits de l'homme ou de crise humanitaire, les gens pensent surtout à l'Afrique, au Moyen-Orient ou à l'Asie. Mais au cours des dernières années, une crise sociale a vu le jour, en particulier dans des pays comme la Grèce via des programmes d'austérité. Pensez-vous qu'il y a une dégradation des droits de l'homme en faveur d'un assainissement des finances publiques ? Malheureusement, il y a eu des incidents de cette nature. Et vraiment, l'Union européenne, encore une fois, devrait intervenir dans de telles situations. L'austérité ne peut pas être combattue au détriment des droits de l'homme. Et c'est un véritable problème. Avez-vous des suggestions précises sur ce qui devrait être fait en Europe à ce sujet ? Avant de mettre en place des mesures d'austérité, les gouvernements devraient au préalable regarder quel impact celles-ci pourraient avoir sur les droits de l'homme, et particulièrement sur les populations vulnérables. Par exemple, que des gens ne soient pas expulsés de logements sociaux à cause de mesures d'austérité. Je pense qu'il est absolument essentiel que les institutions européennes et les États membres pensent en amont et pas après le résultat. Monsieur Chetty, que pensez-vous de l'impact d'Amnesty International sur la prise de décision ? Selon vous, les dirigeants politiques prennent-ils vos suggestions en considération ? Est-ce qu'ils écoutent ? Sont-ils influencés par les opinions ? Je crois que oui, mais la chose importante pour nous reste que les droits de l'homme sont un ensemble universel de droits qu'on ne peut pas baser sur le simple fait que quelqu'un soit à l'écoute ou pas. Il est très important pour nous que la lumière soit faite, de dire la vérité au pouvoir en place, et je pense qu'avec le temps, la vérité et la justice prévaudront. Êtes-vous optimiste pour l'avenir ? Toujours optimiste, c'est la nature de mon travail. So, Mr. Chetty, thank you for being with us. Thank you, my pleasure.